Bammeuse, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Anne Dumont. Anne Dumont, bonjour. Bonjour. Et Thierry van der Linden. Bonjour. Bonjour. Pour ce livre qui s'appelle Covid-19, des experts et ministres dignes de confiance. Thierry van der Linden, vous êtes juriste et vous avez participé à l'analyse juridique de ce livre. Anne Dumont, vous êtes ingénieure civile et assistante sociale et vous êtes donc auteur de ce livre. Et je précise aussi que Laurent Micheli a fait la préface de ce livre. Alors la toute première question indispensable, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Absolument pas. Aucun conflit d'intérêt. Voilà, merci. Alors ce petit livre, c'est un livre très abordable, très sourcé, où vous donnez une façon condensée de voir la crise, mais autrement que de la doxa ou le narratif, on va dire, gouvernemental. C'est donc une sorte d'outil pour le citoyen pour essayer de comprendre ce que nous avons vécu. Et en fait, dans ce livre, il y a donc des chapitres sur différents points de vue, on va dire. On a par exemple le chapitre sur la médecine, le chapitre sur l'épidémiologie, sur le droit, la déontologie et l'éthique médicale, la désinformation et les conflits d'intérêts. Donc, Anne Dumont, d'après vous, est-ce que la crise est derrière nous? J'aimerais bien vous répondre oui, mais hélas, selon moi, non. Donc, je vois encore l'écart qu'il y a entre l'information donnée par les médias mainstream et puis l'information qu'on découvre sur des médias tels que le vôtre et ceux de vos collègues. Ben non, en fait, on est en plein cœur de cette crise. Bon, on va parler de la désinformation aussi. D'où elle vient alors cette désinformation? Énormément d'informations sont données, mais avec des affirmations qui ne reposent que très rarement sur des sources scientifiques éprouvées et validées par des pairs. Donc je ne pouvais signer cet ouvrage qu'à partir du moment où, en mon âme et conscience, je me sens à même, dans le pire des cas, si je devais être confrontée devant un tribunal, de pouvoir soutenir, défendre, argumenter chaque mot de mon livre. Thierry, je passe à vous. Vous êtes l'analyste juridique, on va dire, du livre. Vous avez aidé Anne à parler de tout l'aspect juridique, on va dire. Et donc, dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « L'état de droit, vers la dictature sanitaire ». Et c'est ce qui est assez fort comme titre de chapitre. On est dans une dictature, on a été dans une dictature sanitaire, et est-ce qu'on y est encore? Le point de départ du livre, il faut quand même bien le rappeler, c'était le décret wallon en matière de santé. C'est ce texte juridique-là qui prévoit toute une série de mesures extraordinaires, sans aucune base scientifique sérieuse, et qui donne en fait les pleins pouvoirs, comme disait Anne il y a un instant, au pouvoir exécutif non seulement central, donc au niveau du gouvernement wallon, mais également local, donc au niveau des gouverneurs de province et singulièrement des bourgmestres. Alors, parmi les mesures, je rappelle quand même qu'il est prévu, lorsqu'on suspecte quelqu'un d'être atteint d'une maladie pouvant mettre son processus vital en danger, ce sont les mots textuels, eh bien l'inspecteur de la VIC, qui n'est pas nécessairement un médecin, peut prendre une série de mesures, les proposer aux personnes en question, voire même les imposer. Et le texte prévoit qu'à défaut d'accord de la personne, il y a d'autres mesures possibles, mais ne vous faites pas trop d'illusions, les seules autres mesures sont d'accepter de se confiner à domicile et d'arrêter de travailler, ou encore, troisième hypothèse, la plus extraordinaire, c'est d'être envoyé dans un lieu approprié à cet effet. Ce sont les mots utilisés par le décret. Mais en tout cas, dans les textes, c'est prévu. Voilà. Les textes en question ont été mis en place par les parlements respectifs, donc Parlement fédéral, Parlement wallon et Parlement bruxellois. Mais en fait, si on lit bien les textes, ils délèguent des pouvoirs exorbitants qui ont pour effet de restreindre les libertés fondamentales, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave.
ils ont pour effet donc de déléguer énormément de pouvoir à uniquement le pouvoir exécutif, c'est-à-dire les ministres, les gouverneurs et les bourgmestres. La question qui se pose, c'est qu'on doit pouvoir entendre les deux thèses, les thèses discordantes et les thèses en faveur du gouvernement. Or, que fait le gouvernement? Il s'entoure uniquement de ses propres experts, qu'il a sélectionnés, triés sur le volet, dont la majorité sont effectivement porteurs de nombreux conflits d'intérêts. Il est avéré, je ne ferai pas le détail ici, mais il est avéré que de nombreux experts du gouvernement travaillent pour le secteur privé depuis de nombreuses années, dans le secteur évidemment souvent pharmaceutique ou médical ou biomédical, que sais-je. Et donc ce qui est inadmissible, c'est qu'on est face à en fait ce qu'on pourrait appeler une pensée unique. Et donc c'est ça la dictature sanitaire. C'est une pensée unique qui s'appuie sur des références scientifiques extrêmement douteuses et qui ne sont en tout cas pas confrontées comment dirais-je, à la critique scientifique. Et donc on est face à un État voyou, en tout cas, disons-le, il est en tout cas voyou avant d'être dictatorial, qui ne respecte ni la rigueur scientifique, ni l'état de droit. Le contrôle parlementaire est totalement fictif, de pure forme, et vise uniquement à sauver les apparences. Et quand on veut sauver les apparences de la démocratie, ben c'est le commencement de la fin. Anne, justement, par rapport à ces vaccins anti-Covid, quand on parle des effets indésirables, en général, autour de soi, avec les gens, c'est assez difficile comme sujet, ça reste toujours touchy et compliqué. Comment on peut répondre à ça avec des arguments qui sont dans votre livre? C'est une vision qui est tout à fait déformée en fait. Il y a la personne a sa propre sphère de vécu. Le commun des mortels, si il ne s'interroge pas, si il ne se dit pas tiens, je vais essayer de proactivement chercher une autre information pour voir s'il n'y a pas un autre discours, il ne peut pas sortir de sa bulle de credo. Vous devez savoir que la Commission européenne est en train de mettre en place une administration de la vérité. Ils sont en train de mettre tout un département administratif en place qui va avoir pour mission d'être le porte-parole de la vérité, c'est-à-dire du discours officiel. Relisez attentivement les déclarations du président du pays hôte du G20 qui vient de se clôturer, où il explique clairement que dorénavant ce que le G20 dira sera la vérité et que tout autre discours que vous entendrez sera fallacieux et sera inexact. On est en train de renouveler les cartes d'identité, par exemple. Et bien à cette occasion-là, on prend les empreintes digitales. Bien malin celui qui peut me démontrer par A plus B toutes les informations qui se trouvent sur la puce et surtout quel usage il va en être fait. Tout est fait pour prôner la monnaie virtuelle. Les banques contacts ont quasiment tous disparu. Je vous invite à aller retirer à votre banque une somme supérieure en cash, supérieure à 1000 ou 1500 €. On va vous demander les raisons pour lesquelles vous le faites. Cette autorisation sera valable uniquement le jour même. Tant qu'il y a un tel grand écart et que ce grand écart devient même de plus en plus grand et touche à de plus en plus de sujets et plus uniquement le problème sanitaire, pour moi, ça c'est le témoin que nous sommes toujours dans une crise. Il y a énormément au niveau de l'inconscient, mais clairement, tout a été fait au niveau de la communication pour nous faire peur. On est en train de glisser vers un système politique qu'on pourra sans doute qualifier, les historiens dans quelques centaines d'années le qualifieront sans doute de système totalitaire. Hein. Je voudrais terminer sur un des chapitres de votre livre qui s'intitule « Conflit d'intérêts et désinformation », c'est bien ça? Justement, par rapport à cette désinformation, je rappelle en 2 mots que BAM, je pense, n'existerait pas avec ces citoyens qui ont décidé de fournir une autre information, on va dire, aux autres citoyens.
est-ce que vous allez manger quelque chose qui est dans votre assiette, les yeux fermés? Pourquoi? Par rapport à l'information, on est devenus tous, en tout cas très nombreux, à ne plus avoir ce réflexe de travailler cette information, de la réfléchir, et pourquoi il y a cette paresse intellectuelle. Et là, j'avais envie d'offrir un outil qui allait permettre à ceux qui le souhaitent de sortir de cette paresse intellectuelle. Pourquoi offrir sa souveraineté de pensée au profit de quelqu'un, quel que soit son bord, qui viendrait nous dire « Fais confiance en mon discours, je possède la vérité et l'unique vérité, crois-moi ». Mais non, ou alors nous ne sommes plus des êtres pensants. Il faut écouter les autres thèses en présence. Il y a d'autres solutions possibles. Or, le gouvernement dit non, 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 il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la pensée unique et c'est cela. Mais donc, il n'y a pas de complot puisqu'ils le disent clairement. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a encore aucune loi qui dit qu'on ne peut plus penser. Et on est loin du code de déontologie de la presse qui impose tout de même aux journalistes de vérifier leurs sources, c'est la première chose, et de faire un compte-rendu le plus objectif possible. Si vous voulez avoir des informations, des outils pour comprendre ce qui nous est arrivé pendant la crise sanitaire, de plusieurs points de vue, que ce soit juridique, scientifique ou médical ou déontologique, je vous conseille de lire Covid-19, des experts et ministres dignes de confiance. Et je vous encourage à liker cette interview, à la partager, à venir sur notre site pour voir ce qui s'y passe, à vous inscrire à notre newsletter et aller sur notre nouvelle chaîne YouTube, BAM is Back.